Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. À quoi servent les COP? Nous posons la question alors que s'ouvre au Brésil, à Belém précisément, la COP 30, la 30e conférence de l'ONU sur le climat. Avec nous pour en parler, Marta Torres-Chaub, bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, spécialiste en droit de l'environnement. Avec nous également Henri Weisman, bienvenue à vous également et bonsoir. Vous dirigez un programme sur la décarbonation profonde à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et en direct de Bruxelles, en Belgique, Samuel Furfari, bonsoir, merci d'être avec nous. Ingénieur polytechnicien, professeur de géopolitique de l'énergie et auteur du livre « La vérité sur les COP, 30 ans d'illusion ». C'est aux éditions L'Artilleur. Ma première question, elle est pour vous. Ces COP, vous les connaissez bien. Dès les premières conférences climatiques, notamment celle de Berlin, la première en 1995, vous avez été au cœur de ces événements. La question est simple, à quoi servent les COP ? Elle servait à mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. En 92, on a lancé cette grande convention en disant on va essayer de faire quelque chose pour le climat. Et on a mis en œuvre régulièrement, chaque année, des conférences pour faire le point sur la situation. Le problème, c'est qu'on en est à la 30e et que le résultat est hélas nul, puisqu'on a augmenté les émissions depuis lors de 65%. Et donc l'objectif que l'on avait en 92 n'a certainement pas été atteint. Et il ne pourra pas être atteint avec les instruments que nous avons actuellement. Il faut se rendre à l'évidence. Si ça n'a pas marché durant 30 ans, c'est pas dans les 10 prochaines années qu'il y aura des résultats. Le problème est un problème de fond, c'est un problème de physique. L'énergie, c'est la même notion que le travail. Réduire les consommations d'énergie, c'est réduire le travail, c'est-à-dire augmenter la pauvreté. Restez avec nous, on va faire une réaction d'ailleurs avec ce qui vient d'être dit. Je vous vois pas forcément inquiété, c'est le moins qu'on puisse dire. Personnellement, je trouve que les COP, elles sont bien utiles. Et c'est par ailleurs le seul moyen que nous avons actuellement pour mettre en œuvre le droit international de l'environnement, du changement climatique et plus particulièrement la Convention cadre des Nations Unies de 1992 et a fortiori évidemment l'accord de Paris. Donc je suis plutôt favorable aux COP, mais je trouve qu'il y a effectivement des choses qu'on pourrait améliorer. Alors et que justement, sur cette question, il vient de l'évoquer, Samuel Furfari, 65% d'augmentation des émissions de CO2 depuis, alors il a dit depuis la première COP, mais dans son livre, et je parle sous votre contrôle, Samuel Furfari, c'est depuis le sommet de Madrid, qui n'était pas une COP en 1992. C'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question de l'utilité de ces COP. Il y a 10 ans, à Paris, on a dit on va voir ce qu'on verra, voilà, ça, non pas réglé, mais en tout cas que ça allait baisser, c'est pas le cas. Mais la question, c'est pas tellement les COP, c'est finalement l'effectivité elle-même du droit international tel qu'il est actuellement et les moyens des contrôles de l'application et de l'effectivité de ce droit international. En fait, si je comparais, c'est comme si on disait qu'il y avait un droit international pour éviter en tout cas certains types de combats dans les guerres, mais que si les pays ne les respectent pas, on n'avance pas. Alors, si les pays ne le respectent pas, mais quand même, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce au droit international, finalement, qu'on a pu établir une certaine manière de vivre tous ensemble. Et maintenant, avec le changement climatique, qui est un challenge qui vraiment risque vraiment de rendre des dommages irréversibles à la planète, c'est effectivement la seule manière pour l'instant, le droit international, de faire que les choses bougent un peu, ou en tout cas qu'elles ne régressent pas. Ouais. Après, c'est améliorable, on reviendra si... Bien sûr. Henri Weisman, en quoi sont-elles utiles selon vous, ces COP ? En fait, pour la décarbonation, par exemple. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend des COP ? Quel est le rôle des COP ? Si on attend des COP qu'elles résolvent le problème du changement climatique, évidemment, on se fourvoie. Ça en même temps, c'est tellement médiatisé. Est-ce que c'est lié à la médiatisation, ce que vous dites là aussi ? Ça fait partie. Parce qu'on en fait tellement, et je le dis y compris nous-mêmes d'ailleurs, on consacre beaucoup de pages, ça suscite beaucoup d'espoir aussi. Mais ça fait partie des utilités des COP. C'est une occasion, et au-delà de la couverture médiatique, c'est une occasion de pression politique qui est extrêmement utile et extrêmement indispensable. Maintenant, si on pense que dans une arène onusienne, on va régler le problème du changement climatique, et notamment qu'on va décréter
ce que tel ou tel pays devrait faire, évidemment qu'on sombre. Qu'est-ce qu'on dirait ici sur ce plateau si se décidait à BLM les actions qui devaient être prises en Europe ou ailleurs? La logique, et c'est notamment toute la logique qui a été mise en œuvre depuis l'accord de Paris sur le climat qui a été signé en 2015, dont on célèbre les 10 ans aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'action climatique, elle dépend avant tout des États et une grande innovation des acteurs non étatiques, c'est-à-dire des entreprises, du secteur financier, des collectivités locales. C'est l'ensemble de ces acteurs-là dont l'action va déterminer les trajectoires, et c'est seulement la discussion internationale va seulement nous aider à mettre ça en musique, à orchestrer, à aider le processus, mais ne va pas substituer. C'est donc dans l'aller-retour entre ces moments internationaux et l'action qui pourra être ensuite menée dans les pays, qu'on pourra trouver des modalités d'action efficaces. Samuel Furfari, c'est vrai que la COP 3 en 1997 au Japon et celle qu'on vient de citer en France il y a 10 ans ont clairement débouché sur 2 accords qui ont permis une adoption quasi universelle de ce cadre législatif climatique dans les pays. C'est important tout de même. Oui, et quels sont les résultats? Il y en a quand même. Quels sont les résultats? Est-ce qu'on n'a jamais fait un bilan du protocole de Kyoto? Ça n'a pas été fait, le bilan du protocole de Kyoto. J'en parle dans mon livre et je donne des chiffres pour montrer que c'est un fameux fiasco. Et l'accord de Paris, en fait, dans mon livre, je l'appelle le désaccord de Paris, parce qu'il n'y a aucun accord. À Paris, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un désaccord sur tout ce qu'on peut faire. Et sur les 1,5 degrés, et sur les 1,5 degrés, non. Les méthodes. Ouais. Et sur les 1,5 degrés, non, c'était pas un bon accord. Ouais. C'est pas un bon accord, c'est un désaccord. Mais il a fallu faire quelque chose pour la diplomatie française, qui a très bien travaillé. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche. Depuis l'accord de Paris, les émissions ont augmenté de 8% à cause ou grâce plutôt, à la Covid. Parce que sinon, on aurait eu 12-15% d'augmentation. Mais vous avez été responsable au sein de l'Union européenne. De droit international. Samuel Furfari, vous avez été responsable au sein de l'Union européenne. Vous l'aviez dit, ça, vous, à l'époque, à Paris, il y a 10 ans? Je ne m'occupais plus du dossier à l'époque à Paris, mais je voudrais qu'on comprenne qu'au début, nous étions partis sur des questions d'énergie. Parce que c'est là que ça vient. Il faut partir sur des questions d'énergie. Alors, si on dévie la discussion en disant qu'on va parler de droit international, moi je veux bien, mais ça ne va servir strictement à rien de parler de droit international. Hein. Ici, c'est du concret. Il faut réduire les émissions de CO2, donc on joue sur l'énergie. Il faut aussi aider les pays du Sud. Et après, Samuel Furfari, pardon, on va faire tourner la parole. Juste, je voudrais vous entendre sur quelque chose de concret. Les 100 milliards de dollars annuels atteints et dépassés pour la toute première fois selon l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, 13 ans après l'accord de Copenhague. Ça, c'est du concret. Même si on sait, de nombreux pays du Sud demandent effectivement davantage de moyens encore. C'est un transfert d'argent du nord vers le sud, pour parler simplement, mais qui ne change rien aux émissions de CO2. Parce que ce qui va se passer, c'est que ces pays qui sont en croissance, en fortement besoin de croissance, vont consommer de l'énergie. Et je vous rappelle que dans le monde, 87% c'est de l'énergie fossile, donc ils vont consommer plus d'énergie fossile. Le résultat va être le contraire de ce qu'on espère. Les émissions de CO2 ne baissent pas. Voilà ce que martèle Samuel Furfari. Concrètement, je viens de citer par exemple les financements, ça c'était Copenhague en 2029. Quel point positif voyez-vous dans ces grands rendez-vous? Il y a effectivement les grands accords. Rappelons d'ailleurs que ces COP, ce ne sont pas que les accords qu'on a cités, il se passe beaucoup d'autres choses à côté. C'est cela. J'aimerais quelques instants revenir sur des choses qu'on a évoquées tantôt et que M. Furfari a évoqué aussi. Et c'est le lien qu'il est nécessaire de faire entre ces rencontres autour des COP et ensuite les dynamiques qui s'est créées en général dans le droit international. Je reviens sur ça car c'est important. Pourquoi je reviens sur ça? Eh bien parce que la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif cet été, le 23 juillet 2025, dans lequel elle se prononce sur le fait que
les résolutions des COP et le droit international lui-même, et encore plus le droit international du climat, posent des obligations aux États. Donc cela me paraît finalement venir en aide de ce mécanisme des COP, même si évidemment c'est un mécanisme tout à fait améliorable. Et le deuxième point sur lequel je me permets aussi de revenir, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Henri Weissmann, c'est également cette dynamique qui s'est créée, mais aussi entre le droit international et les discussions entre les États et ce qui se passe après au niveau interne et au niveau régional, puisque c'est vraiment un dialogue et un aller-retour. Et il me semble que même s'il n'y a pas des progrès énormes, on est mieux que si on n'avait pas dit toute COP. Ouais. Alors, c'était historique il y a 10 ans. Une évolution concrète depuis la COP 21 à Paris, selon vous? Non, mais les résultats sont concrets. Ouais. Est-ce qu'on est au bout du chemin? Non. Ouais. Alors, lesquels sur Paris? Non, mais au moment où on a signé l'accord de Paris sur le climat, les trajectoires de réchauffement climatique sur lesquelles on était, c'était plus 4 degrés. Donc 4 degrés d'augmentation par rapport à la température pré-industrielle. Ça peut paraître pas beaucoup, en fait, toutes les analyses, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est un monde invivable, grosso modo. 4 degrés de réchauffement, c'est un monde complètement invivable. Aujourd'hui, on est à 2,8. 2,8 d'ici 2100, si rien n'est fait. D'ici 2100. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est entre 1,5 et 2. Donc, évidemment que... On voit ce chiffre, 2,8. Voilà. Évidemment que ça veut dire qu'on n'est pas au bout du chemin. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait et on ne peut pas dire que l'accord de Paris n'a rien induit. Maintenant, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est comment accélérer cette action. Et c'est toute la question qui est posée à la COP 30. Parce que quand on demande à quoi servent les COP, il faut aussi reconnaître que toutes les COP ne sont pas équivalentes. La COP de cette année, la COP 30, est un rendez-vous particulièrement important. C'est un rendez-vous instauré dans le cadre de l'accord de Paris où tous les pays ont soumis leurs contributions déterminées au niveau national. Et c'est le moment, donc, qui est leurs engagements en termes d'action climatique. Et c'est le moment où on doit faire le bilan de l'action. Et le bilan, c'est on a fait un peu, on a fait pas mal, mais il manque des pans entiers de l'action. Et l'enjeu fondamental à partir de maintenant, ça va être d'accélérer. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Qu'est-ce que cet accord de l'accord de Paris a créé? Il a créé des dynamiques dans les pays. On parle de transition énergétique. Moi, par exemple, je travaille au Sénégal. Donc un pays dans lequel les problématiques énergétiques sont extrêmement centrales. Ce dont on parle là-bas, c'est d'accès à l'énergie, d'accès à l'électricité. Or, le Sénégal a découvert des réserves massives de pétrole et de gaz dans son sous-sol. La question qui se pose à ce pays-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on exploite le pétrole ou le gaz, ou est-ce qu'on ne l'exploite pas? Très concret, comme exemple. Évidemment, la question fondamentale qui va se poser, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit d'exploiter votre pétrole ou votre gaz. C'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ça la logique de l'accord de Paris, c'est de dire chaque pays doit construire ses trajectoires. Or, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que montrent les analyses qui sont menées dans un pays comme celui-là? C'est que, évidemment, qu'une utilisation raisonnée et limitée et focalisée sur certains usages de ce type d'énergie fossile peut être utile dans la transition. Mais c'est quoi la meilleure façon pour ce pays d'apporter l'électricité à sa population? C'est pas l'utilisation massive du gaz, c'est le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est une dynamique que l'accord de Paris a créée. C'est parce que, et pour avoir travaillé là-bas, c'est parce qu'il y a ce rendez-vous à la COP 30 que le Sénégal voulait présenter son plan, qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait par les Sénégalais, pas par les Français, pas par les Allemands, pas par tous les autres, par les Sénégalais, pour définir quelles sont leurs trajectoires. Et la réponse, elle est de construire des stratégies qui permettent de combiner problématique du changement climatique et les réalités concrètes, les défis concrets du pays, plutôt que de les opposer. Samuel Furfari, alors c'est vrai qu'il y a une prise quand même de conscience globale, on va le dire, alors peut-être déjà sur le papier, mais on voit qu'il peut y avoir aussi des actions concrètes. Vous prenez l'exemple du Sénégal, en tout cas toute une réflexion. Si je vous dis que la Chine, sans les COP, n'aurait jamais fait le pari, ça reste le premier pollueur au monde, je parle sous votre contrôle, la Chine n'aurait jamais épousé la cause environnementale. Certes, si elle n'avait pas, certes, elle a les terres rares, pardon, elle a tous ces composants qui lui permettent aussi d'accélérer sa transition énergétique, mais c'est quand même lié, non ? Permettez-moi de revenir quand même pour dire que quand on parle d'énergie, il ne faut jamais confondre énergie et électricité, comme vient de faire votre interlocuteur. Confondre énergie et électricité, c'est l'ABC de la politique énergétique. Et quand on vient dire qu'on va se passer du pétrole parce qu'on met des éoliennes, ça, je m'excuse, mais ce n'est pas fort sérieux. C'est pas alors, ce sur la dit. Chine,
la Chine, comme tout le monde, veut protéger son environnement. La Chine protège son environnement en utilisant les technologies les plus modernes qui existent. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une centrale au charbon, il faut l'acheter en Chine parce que c'est eux qui ont les meilleures centrales, les plus propres, les moins polluantes. Et donc, ils continueront à le faire. Mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Parce que le changement climatique n'est pas une question de pollution. Le changement climatique, c'est le CO2. Or, vous et moi, nous produisons 900 grammes de CO2 par jour. Ouais. Nous ne sommes pas des pollueurs. Nous vivons et nous respirons. Et le CO2, c'est ce qu'on respire. Donc, venir parler que la Chine est en train de polluer, ce n'est pas un terme correct. Ça peut produire le changement climatique, soit, mais ce n'est pas un problème de pollution. Et les Chinois ont tout à fait intégré la nécessité d'abattre la pollution atmosphérique, et c'est pour ça que je vous le dis, qu'ils sont en train de faire des efforts énormes et continueront à nous vendre des technologies pour réduire notre pollution atmosphérique, la pollution des eaux. Ils sont les champions aujourd'hui de tout ce qui est protection de l'environnement. Bon, si vous dites qu'ils font des efforts contre la pollution, c'est que cette pollution, elle existe quand même, elle est mise par la Chine en tous les cas. Il n'y a plus de pollution. Il faut aller en Chine et vous verrez qu'il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus de pollution en Chine. Bon, ça, c'est un propos et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus propre. Ouais. Une réaction sur l'exemple du Sénégal, c'était assez intéressant. Est-ce que vous, dans le monde, vous avez d'autres exemples où effectivement, alors on va citer des pays comme le Costa Rica, qui a coprésidé la conférence sur l'océan à Nice au mois de juin dernier, mais il y a des pays qui n'ont certes pas attendu les COP, mais qui, avec les COP, ont peut-être eu un déclic aussi. Exactement. Alors, on voit bien, par exemple, comment les petits États du Pacifique s'organisent. D'abord parce qu'ils sont quand même en grand danger. Et ensuite, parce qu'ils ont aussi des populations différentes qui ont aussi des choses à dire. On voit aussi d'autres populations avec beaucoup des peuples autochtones et qui proposent aussi des solutions, y compris pour, par exemple, protéger leur forêts qui peuvent servir comme puits de carbone. On voit d'autres pays qui sont plus dans des technologies, d'autres qui sont peut-être plus dans les constructions financières et dans les montages financiers pour appuyer le développement des énergies durables. Donc on voit quand même des nouvelles initiatives qui apparaissent autour des COP, au moment des COP, entre les COP, et tout ça, c'est une sorte de conversation. Et pour vous, ça ne veut pas dire décroissance, parce que Samuel Furfari, c'est vrai qu'il parlait d'un enjeu qui est quand même important, c'est celui de l'économie. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il n'est pas question de dire au Sénégal, ah ben non, vous n'allez pas utiliser ces richesses. En fait, la difficulté aussi pour ces COP qui couchent sur le papier des objectifs, c'est qu'après, il faut tenir compte, et il y a eu la pandémie de Covid-19 qui est sans doute venue rebattre les cartes, il y a éminemment la question de la pauvreté qu'évoquait Samuel Furfari, la question économique. Évidemment, les COP, elles ne définissent pas des objectifs. Ce sont les pays qui définissent les objectifs et dont ils viennent discuter aux COP. C'est très, très différent. Il n'est pas question, pour ce processus qui a lieu à Belém, d'aller définir ce que tel ou tel pays va faire. C'est justement toute l'innovation de l'accord de Paris. Pourquoi probablement qu'on avait atteint les limites du modèle de Kyoto que M. Furfari évoquait au début, qui était au contraire une logique beaucoup plus globalisante qui définissait les objectifs pour les pays. Là, ça vient des pays. Et c'est une reconnaissance, et vous parlez des différences entre les pays. Les pays font face à des défis très différents. Vous parlez du Costa Rica, qui a des spécificités. Il n'est pas question de dire qu'on va plaquer le modèle du Costa Rica sur la Chine. Sûr, oui. Ça n'a évidemment pas de sens. Ouais. Chaque pays doit construire sa propre vision, sa propre processus. Alors, dernier tour de table, qu'attendez-vous de cette COP en quelques mots ? On attend tout simplement qu'on définisse comment on va continuer à discuter de ces processus d'ambition. On a parlé de cette COP comme la COP de la mise en œuvre. Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Aujourd'hui, on a mis en place tous les mécanismes dont on a besoin pour l'accord de Paris. On a tout en main. Et maintenant, il s'agit d'équiper les pays pour qu'ils puissent définir leur propre processus de transition. Vous, madame, ce que vous en attendez ? Je suis à peu près sur la même longueur d'onde. J'attends effectivement que la mise en œuvre et qu'on dépasse le moment de la simple coopération pour qu'on entame véritablement le moment de la mise en œuvre, ensuite de l'évaluation des résultats et qu'ainsi de suite, on puisse quand même progresser. Et alors, Samuel Furfari, est-ce que je dois oser vous poser la question ? Franchement, je me demande, qu'attendez-vous de cette COP 30 de Belém ? Mais oui, posez la question. Alors, quelle est la réponse ? Ce que je souhaite, c'est que
je souhaite que le président Lula dise ouvertement, comme a fait le président Aliyev l'année dernière, président d'Azerbaïdjan, grâce à l'énergie, oui, en Azerbaïdjan, merci, que le Brésil va nourrir le monde, comme le voulait Stefan Zweig, enfin comme le proposait Stefan Zweig. Le Brésil va nourrir le monde grâce au pétrole que le Brésil va produire au large de l'Amazonie, puisque la semaine dernière, ou il y a 15 jours, M. Lula a autorisé l'exploration de nouveaux gisements pétroliers dans la marge équatoriale. Et donc, il doit dire à la COP, vous savez, moi je veux bien vous parler avec vous, mais en même temps, je produis de plus en plus de pétrole pour l'avenir de mon pays. Merci. Pas sûr que le président Lula dise cela, mais en tous les cas, on vous a entendu, Samuel Furfari, la vérité sur les COP 30 ans d'illusion. Merci beaucoup également, Henri Weisman, et merci à vous également d'être venu sur notre plateau. Martha Terechob, on aura l'occasion évidemment de vous revoir tous les trois sur notre plateau.